Merci d'avoir choisi RCF et Radio Notre-Dame ce matin. Louis Dauphren, est-ce que vous souffrez de la chaleur ? Pas dans le studio, puisque nous sommes climatisés. Nous avons cette chance. J'ai mis la climatisation assez fort ce matin. Il fait même presque froid, mais bon, c'est un petit peu audacieux. Comme aux États-Unis, en fait. D'ailleurs, voilà, l'un de nos invités vient des États-Unis. Et les deux connaissent bien ce pays. On va d'ailleurs commencer par faire, en quelque sorte, le bilan de 6 mois de Donald Trump. Eh bien, ses relations avec l'Europe, notamment. Très bon bilan à vous. Moi, je vous retrouve demain matin à partir de 6h30 dans la matinale. J'espère qu'il fera moins chaud dehors. Merci Pierre-Hugues, à demain. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Et oui, donc Donald Trump qui va occuper notre regard avec nos deux invités que je vais présenter dans un instant. Mais il y aura également le plan national Ozelia. L'État pense qu'il faut mettre de l'argent sur la table pour compenser le retard des entreprises en la matière. On parlera également de François Bayrou qui finalement tient toujours le coup. Il est toujours là, malgré la censure qui a été rejetée, certes, mais on essaiera de se projeter un petit peu où va la France, alors que François Bayrou donc, est toujours en poste. Il n'y a pas forcément de lien entre les deux, mais on essaie de comprendre un petit peu l'action du chef du gouvernement. Et puis on ira aussi du côté de Boualem Sansal, qui a été condamné à 5 ans de prison ferme. Et cela nous amène à considérer toujours les relations tumultueuses entre la France et l'Algérie et peut-être l'impuissance à pouvoir résorber ce dossier. Et j'accueille ce matin Michel Guéner et Denis Jacquet. Michel Guéner, avocat d'affaires en particulier dans le domaine de l'énergie, essayiste. Bonjour Michel. Bonjour Louis. Vous avez publié tout récemment La visite aux éditions Grasset. On en parlera peut-être à un autre moment. C'est la visite que Adolf Hitler a fait en France, à Paris. La fameuse photo où on voit la Tour Eiffel en fond. Et vous écrivez un essai pertinent sur le sujet. C'est une page d'histoire. Pardon Louis, c'est un récit. Un récit. Qu'un essai. Oui. Pour une fois, récit. je suis sorti de la collection des essais. Et vous avez peut-être raison d'ailleurs, parce que justement, à partir de ce récit, ça nous permet de mieux comprendre aussi l'histoire. Denis Jacquet, diplômé d'HEC, multi-entrepreneur, qui a fait fonder, parrainer la croissance et qui dirige aujourd'hui Top Crime, qui est une sorte de Netflix des conférences professionnelles qui vit à New York. Bonjour Denis. Bonjour Louis. Merci à tous Moi, les j'ai deux. rien écrit récemment. Ah non, mais... Il faut que je transforme l'essai justement. Oui. Alors si justement, on a trouvé un point commun. Le point commun, c'est que Michel Guéner avait participé à la création de Société Civile. Société Civile, c'était l'émergence d'une réflexion et d'une organisation qui voulait un petit peu réformer la vie politique et qui partait dans les milieux plutôt à droite, à l'UMP à l'époque. Et Denis Jacquet, vous, avec parrainé la croissance, vous aviez voulu changer aussi un petit peu les choses, mais par le côté économique, en quelque sorte. C'était un petit peu un aiguillon. Dans les deux cas, vous avez essayé de créer des aiguillons. Ça nous amène à considérer peut-être, alors on se le réserve en seconde partie, Bien c'est-à-dire sûr. François Bayrou, la politique française. Je voulais commencer avec Donald Trump, 6 mois de présidence, chaotique à l'échelle internationale et aussi commerciale. Comment voyez-vous les choses des États-Unis déjà, Denis, puisque vous vivez à New York ? Au bout de 6 mois. En fait, il y a des moments où une certaine forme de brutalité est indispensable. C'est-à-dire que on n'arrive plus. Oui, je rassure ma voisine, il ne se passera rien ce matin, tout va bien. Mais je suis d'un calme absolu. Surtout le matin, je suis pas très du matin, donc du coup, j'ai beaucoup de temps à me réveiller. Mais en fait, quand on regarde à peu près tous les États, on est arrivé à un niveau politique, économique, d'endettement, de participation à différentes organisations mondiales où finalement personne n'y comprend plus rien. C'est-à-dire que c'est tout un tas de bouteilles, elles sont complètement opaques, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans la bouteille. Et au bout d'un moment, on peut dire, tiens, de façon incrémentale, je vais vider un tout petit bout de la bouteille et puis je vais la remplacer, et puis peut-être que ça va changer le haut de la couleur du goulot, etc. Où on dit, en gros, on va casser la bouteille, on va même, on va péter la bouteille, on va voir tout ce qui se répand au sol, on va enfin voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et à partir de là, on va reprendre une autre bouteille, puis on va la remplir telle qu'on a définie. Alors évidemment, celui qui fait ça la remplit telle que lui la voit, mais il ne faut pas oublier que 3 ans, 4 ans plus tard, quelqu'un d'autre peut la remplir différemment, ou la déremplir différemment, ou de façon à nouveau incrémentale. Donc Trump a fait 2 choses. Un, il a tout déshabillé, et en gros, je pense que c'était... Contrairement à ce qu'on dit dans beaucoup de médias un peu partout dans le monde qui voient les États-Unis d'un peu loin, je pense que c'était vraiment indispensable. Je pense que les gens ne réalisent pas à quel point les États-Unis avaient dévié dangereusement vers des mouvements incontrôlables, alors qu'on peut partager ou pas partager. Après, il y a une question purement de politique et d'idéologie. On peut considérer que les mouvements woke, destructrices de la civilisation occidentale, c'est fantastique. Mais néanmoins, à un moment donné, quand ça imprègne vos enfants les plus jeunes dès l'école, on peut quand même se poser un certain nombre de questions. Après, il a dit, mais
tous ces organismes internationaux, qu'est-ce qu'on y fait? Et c'est vrai qu'on hors plateau, on parlait, oui, j'osais pas y toucher. On m'a dit n'y touche pas. On parle du micro. Hein. Pour ceux qui nous écoutent, on vous révèle les petits secrets techniques. Donc du coup, on peut se dire, tiens, mais c'est quand même étonnant que via l'ONU, on paye des employés qui, en gros, ont participé au massacre du 7 octobre, à tuer tous ces juifs qui étaient en train de faire une fête pas très loin de Gaza, ce qui n'était pas forcément l'idée du siècle, mais néanmoins, qui méritait pas ça, bien évidemment. Donc on se dit, mais on paye ça vraiment? Bon. Après, les universités américaines, on nettoie. Après, le système d'aide sociale, on nettoie. Alors, tout ça, c'est brutal. Et puis, tout à coup, Musk arrive et il nettoie le gouvernement, un peu à la Sarko à l'époque, c'est un peu à coup de Karcher. Et on trouve extrêmement ça brutal. Mais comment voulez-vous vraiment faire autrement pour véritablement réformer? Donc, je pense que il a assumé une forme de brutalité dont on aurait bien besoin. Nous, on a du mou, par nature. Bayrou, c'est mou, mais à l'origine, aujourd'hui, avec le gouvernement, l'Assemblée nationale telle qu'il l'a, qu'est-ce qu'il peut être d'autre que mou? Et puis, de l'autre côté, et puis la deuxième chose qu'on est obligé de remarquer, c'est que Trump, aujourd'hui, c'est lui qui donne le tempo du monde. Je veux dire, il n'y a pas une autre personne sur cette planète. Donc, je disais, chez un de vos confrères hier, il y a quelque chose qu'on oublie, et j'arrêterai là, c'est qu'on oublie beaucoup l'ego des personnes qui nous dirigent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont influencés non pas par une espèce de sphère intellectuelle, une construction idéologique, non. Qu'est-ce qu'on a dit de moi? Que si vous prenez Poutine, pour qui j'ai aucune forme d'admiration, le type a été ostracisé, dénoncé, pointé du doigt, à un moment donné, son ego a parlé. Et son ego pourrait encore parler aujourd'hui. Vous prenez Trump, le monde entier l'a ridiculisé pendant un certain temps, dit « Ah bon, je suis ridicule, je suis un bouffon. » Vous allez voir ce que le bouffon est capable de vous faire. Sauf que moi, j'ai la puissance américaine derrière. Et maintenant, les gars viennent se prosterner devant lui. C'est une revanche de une revanche de Trump et de son ego qui a parlé. Michel Guéner. Alors, moi, je n'ai pas été étonné de l'effet Trump. Parce que on parlait de ma production littéraire. Merci Louis. Mais avant de publier La Visite, j'avais publié Le Retour à la Nation. Mon intime conviction que le monde global se fracassait. Que les valeurs, les règles, les paris du monde global ne tenaient plus. Voilà. Quand j'ai sorti Le Retour à la Nation, j'ai rencontré une presse, une critique littéraire sur place, Denis. Tu étais aux États-Unis, totalement incrédule. Je ne citerai personne me disant, mais enfin, Le Retour à la Nation, Michel, tu n'y crois pas. On continue le monde global, on continue le multilatéralisme, on continue le fait que les États-Unis sont un conducteur par la culture woke d'une nouvelle façon de vivre et par l'expansionnisme économique de toujours le regime change, les gouvernements qu'on contrôle, etc. Moi, j'avais l'intime conviction, comme un avocat d'affaires international, que ça ne tiendrait pas longtemps. D'abord parce qu'il y avait véritablement des nations qui recherchaient leurs repères, qui recherchaient la défense de leur identité, avec une dimension religieuse pour certaines, et qu'on retournait vers un monde plutôt relatif que global. Alors, de ce point de vue, Trump, comme tu l'as dit parfaitement, Denis, il a montré une méthode qui consiste pour une nation à retrouver son périmètre, ses repères et son identité de manière immédiate. Et dans mon secteur, tu faisais allusion, Louis, à l'énergie, dans mon secteur, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après Trump. On a aujourd'hui la plupart des deals qui sont tétanisés par le sujet des droits de douane, bien évidemment, mais aussi le fait que le bilatéralisme économique, la discussion de nation à nation, s'est substitué au multilatéralisme politique et économique. Denis parlait de l'ONU tout à l'heure. Moi, je peux parler de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, qui est exsangue. On peut parler de l'OMS, qui est exsangue. Et tous ces organismes multilatéraux vont, je pense, rendre l'âme, et nous rentrons dans un monde relatif, alors dans lequel il va y avoir de nation à nation de discussion, c'est tout. Et mais rendre l'âme, je vous arrête juste, Michel, quand de vous ce point de vue, rendre l'âme, l'OMC, il y a bien eu des traités qui ont été signés, il y a bien des engagements de part et d'autre qui lient les nations qui ont souscrit à l'OMC. Mais si vous saviez comment ça fonctionne, l'OMC, par exemple, a un organisme de règlement des différends sur les différents commerciaux de nation à nation. Au plan européen, quand une nation, un État membre, veut
agir contre un autre État membre de l'OMC, il est obligé de passer par le feu vert de la Commission européenne qui analyse la faisabilité de cette plainte. Et si elle n'est pas analysée comme étant faisable ou tenable, la Commission européenne refuse de donner droit à l'État membre de l'Union d'agir devant l'organe de règlement des différends de l'OMC. Voilà le monde dans lequel on vit en Europe. C'est pourquoi ce que je veux dire, c'est que cette nouvelle donne relativiste... Et ça, c'est fini avec Trump, ça ? Oui, bien sûr. Mais il y a toujours la Commission européenne, il y a toujours le feu vert. La Commission européenne continuera de faire ce qu'elle veut, mais si elle passe par l'OMC, Trump va relativiser les effets OMC. Donc, le vrai sujet pour nous, Français aujourd'hui et Européens, c'est de prendre la mesure de ce monde relatif. C'est-à-dire d'essayer, au sein de l'Europe, d'avoir un vrai toilettage de la technocratie européenne, d'une part, et une vraie dynamique de nation commanderesse du dessein européen. Il faut substituer le politique aux fonctionnaires. Et nous qui avons été, Denis et moi, avant l'élection présidentielle de 2017, moi qui avais créé Société Civile 2017, et Denis qui était l'un des patrons à la tête d'un mouvement d'alternative au système politique. Parrainer la croissance. Exact. Nous pouvons vous dire tous les deux que ce qui s'est fait depuis 2017 n'est malheureusement pas la réponse qu'on attendait. Et donc, tout est à refaire. Tout est à refaire pour 2027, que l'on soit à New York ou à Paris, parce que la France doit prendre la pleine mesure du monde dans lequel nous entrons, qui, je le répète, est le monde d'après le monde global, mais non pas une simple parenthèse schizophrénique d'un seul président des États-Unis. En quoi, Denis Jacquet et Michel Ganner, en quoi Donald Trump nous oblige maintenant à agir et à réagir ? Et de quelle manière pourrait-on imaginer quelque chose qui soit pertinent de notre part ? Ça offre une transition avec le sujet de l'IA et ce plan Oser l'IA. On sait que tout se passe aux États-Unis. Nous, on essaie de réagir. Alors, quand je dis nous, c'est le gouvernement français qui met 200 millions sur la table, une somme qui peut paraître dérisoire. Mais outre cette question-là, quelle serait la bonne réaction à adopter ? Je pense moi, j'assiste avec une forme quand même de satisfaction au fait que depuis qu'Elon Musk avait été nommé au gouvernement, etc., il y a eu quand même beaucoup de fois, j'ai entendu en France la question de où est notre Elon Musk à nous ? C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se sont dit oui, c'est quand même peut-être pas idiot qu'on fasse un peu le ménage dans tout ça. C'est-à-dire que, alors, surtout en France, Agnès Verdier-Molinier, depuis des années, qui est en croisade contre toutes les agences qui nous coûtent une fortune et qui servent à rien. Bon, on l'écoute plus ou moins jamais, puisque en réalité, il n'y a pas de résultat, mais sur le fond, elle a plutôt raison. Donc, en réalité, à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tape. Enfin, on se rappelle que Claude Allègre, je crois qu'il est décédé il n'y a pas très longtemps, quand il a voulu dégraisser le mammouth, le premier à avoir dégraissé, c'est lui, en fait. Bon, c'était lui, le mammouth, donc il est parti. Donc, tous ceux qui ont voulu réformer, c'est pour ça que Chirac a passé 12 ans au pouvoir sans rien faire. La France n'est pas réformable. Donc, à un moment donné, il va falloir, avec une vraie forme de brutalité, quand on regarde on y reviendra sûrement tout à l'heure, mais ce qui se passe aujourd'hui en France, chacun des groupes à l'Assemblée essaye de protéger son segment marketing en disant alors ça, mais en fait, quand vous analysez toutes les discussions qui se passent, chacun veut maintenir ses dépenses pour sa cible électorale. Il n'y en a pas un qui parle ni d'investissement, ni d'économie. Enfin, je veux dire, vous êtes dans la pire des dettes qui existent en Europe et il n'y en a pas un qui soit suffisamment responsable, courageux et honnête, surtout, pour dire mais on ne peut pas continuer comme ça. Donc je pense que Trump est en train d'imprimer au monde occidental et particulièrement européen l'idée de dire ah, tu as une guerre à tes portes, bah, mon gars, investis dans ta défense. Grâce à Trump, tout à coup, on se rappelle que la défense est utile, pas seulement pour se défendre, mais aussi pour créer un univers technologique duquel, notamment en Israël, sont nées toutes ces startups extraordinaires qui ont fait le succès d'Israël. La deuxième chose, c'est que tout à coup, on se dit, mais on peut plus vivre au crochet des gens, parce qu'à chaque fois qu'on a décidé de pas bien gouverner, ce qui est le cas des 30 dernières années, à qui va payer ? Bah, c'est vous, c'est moi. Enfin, plus moi maintenant, mais, mais je vous ai légué ça en héritage. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quelqu'un va le payer. Et regardez les discours aujourd'hui, c'est surtout, on n'arrête pas de dépenser. Et de l'autre côté, par contre, on a une inventivité, une créativité extraordinaire pour trouver des nouvelles taxes. On a une nouvelle taxe sur les billets de train, une nouvelle taxe sur les actions boursières, une nouvelle taxe, je crois, j'ai entendu, sur les aéroports. C'est-à-dire qu'on veut surtout pas trop augmenter le truc des ménages parce qu'à nouveau, pas de courage, pas d'honnêteté, mais du coup, les taxes sont en train de s'accumuler un peu partout. C'est la lâcheté qui caractérise le monde politique. Donc, Trump, en fait, dit, bah, en gros, quand quelque chose me plaît pas, enfin, je veux dire,
moi, quand je rêve de Trump, je me dis, si aujourd'hui on avait Trump à la place de Macron, Rima Hassan, elle retourne en Syrie. Voilà. Et ça serait franchement un service rendu à l'humanité. Donc, voilà, je pense. Vous êtes d'accord, Michel Ganner, avec ça? Non, je crois que comme le dit Denis, ce qu'il voit aux États-Unis, il faut demain le voir en France. On ne peut pas avoir des institutions qui continuent de vivre par elles-mêmes, subventionnées, qui en font à leur tête. Parce que si l'on parle de certaines grandes écoles universitaires ou universités américaines qui sont un peu toilettées en ce moment, Denis, moi je peux te dire qu'il y a des institutions en France qu'on a envie de toiletter. Sciences Po, rue Saint-Guillaume à Paris. Mais beaucoup d'institutions, Michel, vivent de fonds privés aux États-Unis. Mais Sciences Po... Donc c'est quand même pas la même chose qu'aux États-Unis. Ah si, aux États-Unis, Harvard a une subvention publique et d'ailleurs Trump a décidé de la couper. Et d'ailleurs en France, je ne veux pas stigmatiser sur Sciences Po, qui par ailleurs a été une formidable institution universitaire. Mais vous avez enseigné à Sciences Po, non? Oui, mais aujourd'hui... à Sciences Po, le drapeau iranien s'est substitué au drapeau palestinien. Et on a envie de se demander quel drapeau demain après le drapeau iranien. Donc, il est normal que, après une telle lâcheté politique, et puis une évanescence des réponses à cette lâcheté politique, on en vienne à des solutions dures. C'est tout. Et je partage le fait que Trump... on n'aura jamais un Trump à la française, parce qu'on a une culture. Regardez comment nous parlons tous les deux. Nous ne sommes pas vulgaires, nous ne sommes pas grossiers, et nous avons un surmoi. Jamais on fera du Trump en France. Et ceux qui veulent en faire se trompent. On peut tout à fait être ferme, tout en ayant une belle langue, une prudence, un équilibre de mots. Mais en tout état de cause, le monde global, avec toutes ses valeurs, s'effondre. Il y a des choses à faire, et ces choses, il faudra les faire avec... rigueur, non pas violence, cher Denis. Les Américains, Denis Jacquet, du moins ceux que vous voyez, parce que New York, c'est pas les États-Unis non plus, New York. Comment accepte-t-il ce discours, cette manière de faire de Trump, ça, depuis 6 mois? En un mot, là, avant les infos, là, rapidement. Vous savez, on est dans un monde polarisé, les États-Unis n'y échappent pas. Et d'ailleurs, le début de la polarisation politique aux États-Unis a démarré avec le premier mandat de Trump. Il y a beaucoup de choses que je trouve finalement plutôt très intéressantes chez Trump. Si on me demandait aujourd'hui, je pense que je voterais Trump. Alors, c'est très politiquement incorrect souvent de le dire, mais finalement... Pour le premier ou le second mandat? Pour le second mandat. Parce qu'il est quand même différent, son second mandat. Il était beaucoup mieux préparé. Deuxièmement, les thématiques qui sont abordées sont les vraies thématiques. Alors, on peut discuter la méthode. C'est violent, c'est brutal, c'est c'est pas toujours réfléchi. Ça part dans un sens, ça part... Alors, c'est pareil, quand on dit Trump, il va d'un côté puis il va de l'autre. En fait, c'est un entrepreneur. Donc, en gros, ce qui fait pratiquement le succès de Google ou d'Amazon, c'est qu'il démarre des choses, il teste pendant 4 à 6 mois, ça marche, je continue, ça marche pas, j'arrête. En fait, Trump fonctionne comme un entrepreneur. C'est en gros, je teste un truc, ça semble pas marcher, attends, je rebascule de l'autre. Alors nous, on appelle ça de l'indécision. Il y a aussi une part de ça chez lui, mais on sait pas faire. Donc du coup, on passe d'une fuite à une autre. Lui, il passe d'une action à une autre, ce qui est quand même fondamentalement différent. Donc tout est polarisé. Il y a effectivement les démocrates qui n'existent presque plus, sont un petit peu dans la rue pour l'immigration, on va en reparler. Pour les trucs, mais voilà. Denis, vous me répondez dans un instant avec Michel aussi sur la question du plan français sur l'IA, voir quel écho on peut donner à cette initiative. Dans un instant, après les infos de Cécile Mérieux, le débat du jour. En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu. La mer, les vagues, le soleil, le vent, le sable chaud. Et si on troquait cet été la mer contre la montagne? Quels sont les bénéfices de la montagne l'été? On en parle ce mercredi à 17h dans Quête de sens. Chaque jeudi, Paris Notre-Dame vous informe sur l'essentiel de la vie de l'Église catholique à Paris et vous propose des pistes de réflexion et d'engagement. À lire cette semaine dans Paris Notre-Dame, un reportage long format sur l'ordination de 16 prêtres à Notre-Dame le 29 juin. Abonnez-vous au journal du diocèse de Paris en appelant le 01 78 91 92 04 ou en allant sur le site internet paris.catholique.fr. Bonjour, c'est Bruno Courtois, directeur de RCF Notre-Dame. Comme moi, vous avez été ému et heureux de découvrir le visage de notre nouveau pape Léon XIV. À Rome, à Paris, à Lyon et dans toutes les radios du réseau, nous sommes mobilisés pour décrypter pour vous et avec vous les enjeux de l'Église, les chantiers à venir et toutes les raisons d'espérer. Soutenez-nous financièrement et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. C'est important car plus que jamais, la voix des radios chrétiennes est attendue. Envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, à Paris dans le 14e ou via notre site ou notre application. Merci beaucoup. Radio Notre-Dame, nos émissions vont reprendre.
Cécile. Bonjour, la chaleur encore aujourd'hui, mais bientôt la fin. Après une nuit suffocante, on attend encore autour de 34 degrés à Paris, 36 à 38 à Strasbourg, Lyon, Grenoble, Avignon. Les températures vont baisser par le nord-ouest et le sud-ouest du territoire. Tenons bon. Un sommet pour la Nouvelle-Calédonie s'ouvre à Paris. Il est censé tracer un avenir politique et économique pour l'île. 1 an après les émeutes meurtrières, Emmanuel Macron inaugurera le sommet dès 15h à l'Élysée. Il s'exprimera devant les délégations politiques du territoire. Puis les discussions se poursuivront à huis clos jusqu'au week-end, sans date butoir fixée. La commission parlementaire Venier-Spielbout rend ses conclusions sur les violences en milieu scolaire. Une commission créée dans la foulée du scandale de Betaram qui a bousculé le Premier ministre. À l'issue de 3 mois d'enquête, le dossier comporte 50 mesures et 350 pages. À ce propos, le collège-lycée Saint-Augustin de Bitche en Moselle est pointé du doigt à son tour pour accusation d'agression sexuelle. 26 personnes ont saisi l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation créée par la Conférence des évêques de France. Condamnation de Boualem Sansal, la Cour d'appel d'Alger a confirmé hier une peine de 5 ans de prison ferme à l'encontre de l'écrivain franco-algérien. Voilà plus de 7 mois qu'il est emprisonné en Algérie, toujours au cœur d'une grave brouille diplomatique entre l'Algérie et la France. Entretien inédit entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, le premier depuis septembre 2022. Il a duré 2 heures, cet entretien téléphonique, et s'ils restent en désaccord sur le conflit en Ukraine, les dirigeants se disent prêts à coopérer pour encadrer le programme nucléaire iranien après les dégâts causés par les frappes israéliennes et américaines. Les États-Unis ont stoppé certaines livraisons d'armes à l'Ukraine, notamment des missiles de défense antiaérienne. Washington dit s'inquiéter de la baisse de ses propres stocks de munitions. Cette décision intervient alors que de nouvelles attaques ont été rapportées ce matin à l'aube par les autorités ukrainiennes. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. On croise les regards avec Michel Guéner, avocat d'affaires international, essayiste, et Denis Jacquet, qui vit à New York, multi-entrepreneur, qui a fondé une société qui s'appelle Top Crime. Parmi ses nombreuses initiatives, notamment Parrainer la croissance pour Denis Jacquet et Société civile 2017, ça c'était pour Michel Guéner. On était parti sur Donald Trump et ses 6 mois de présidence. J'avais posé la question juste avant sur Osélia. Osélia, c'est le plan français de sensibilisation à l'intelligence artificielle. Nous avons les cerveaux mais pas la culture, nous avons les compétences mais pas encore les usages, a expliqué Clara Chapaz, ministre déléguée à l'intelligence artificielle et au numérique, pour essayer de faire en sorte que les entreprises adoptent l'IA. Seuls 8% des TPE, 13% des PME utilisent une solution IA et elle met une petite enveloppe de 200 millions d'euros, Denis Jacquet. Eh bien, je pense que l'avenir de la France est désormais écrit, gravé dans le marbre pour au moins un siècle. En gros, avec 200 millions, vous financez même pas une start-up aujourd'hui dans le domaine de l'IA. Enfin, elle a 3 semaines de budget, quoi, à peu près. Et 3 semaines, je suis assez optimiste quand même. Bon. Je veux dire, ça vous laisse pour toi. Oui, je pense à Clara, qui est une jeune fille charmante, etc. Et je me dis, quand elle se lève le matin, qu'est-ce qui peut la motiver d'être ministre du digital dans un pays qui n'en parle pas, qui n'investit pas dedans, qui n'a pas de vision et qui n'a pas d'investissement, de se dire en elle-même, qui connaît bien le sujet, parce qu'elle connaît bien le sujet, de dire, waouh, OpenAI parle de lever 100 milliards aujourd'hui, la France, pas une société, la France envisage une acculturation des gens à 200 millions. Alors on va encore avoir des programmes qui vont se retrouver diffusés dans des manuels que personne ne regardera jamais. Parce que, de toute façon, fondamentalement, l'éducation nationale, on est encore à la découverte des tablettes. Donc, je veux dire, on est quand même 17 ans après l'iPhone. Donc, ça fait peur, c'est vraiment triste. Et je me demande ce que Clara pense le matin quand elle se lève, en fait. Je me dis, il faut vraiment qu'elle se motive. Alors, peut-être qu'elle utilise des substances. Enfin, non, j'exagère, mais c'est pour faire du mauvais humour. Mais déjà, quand Macron avait annoncé il y a 2 ans un plan à 500 millions, en fait, toute la sphère du digital européenne avait rigolé, quoi. Donc, l'objectif, il est très clair. On l'a toujours dit, en gros, il faudrait consacrer 100 milliards par an au niveau européen pendant les 5 prochaines années pour espérer commencer, au niveau européen, commencer à rattraper vaguement ce que font la Chine, les États-Unis, la Corée et Israël. Donc, 100 milliards par an à l'échelle européenne. On ne peut pas le faire, de toute façon, tout seul en France. Bon. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à lever cette somme ? Mais
Mais parce qu'il faudrait avoir des dirigeants qui comprennent de quoi on parle, en fait. Ils ne voient pas les enjeux. Ils pourraient, mais ils ne veulent pas, ou ils ne savent pas. Ça paraît quand même invraisemblable, puisque vous l'avez dit, c'est une personne compétente. Oui. En fait, alors, maintenant, je fais très attention à ce que je dis quand je dis ça, mais si on avait la même application à s'occuper de l'IA, c'est-à-dire de notre avenir, que de l'Ukraine, et je précise, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper de l'Ukraine et que Poutine est un démocrate, etc., mais on aurait aujourd'hui un plan IA depuis très longtemps. C'est-à-dire que la première fois où Ursula von der Leyen a dit « Tiens, l'IA, c'est quand même un sujet, il faudrait s'en occuper », c'était l'année dernière à Davos, en 2024. Bon, la Chine, ça fait déjà plus de 10 ans, les États-Unis encore un petit peu plus, et tout à coup, l'Europe dit « Ah oui, c'est peut-être un sujet, au fait, il faudrait peut-être s'en occuper ». Donc, quand vous avez... Les dirigeants chinois sont tous ingénieurs de formation au Parti communiste, à 78%, je crois. Donc, ils comprennent la technologie, ils en comprennent les enjeux, et donc, ils comprennent le pouvoir absolu que l'IA peut conférer au reste du monde aujourd'hui. Ça, c'est une idée. Ça veut dire les politiques, il faudrait les recruter parmi les ingénieurs, peut-être. Il faudrait peut-être une idée, et pas voilà. La sortie de l'ENA. Ce qui serait bien, c'est qu'à un moment donné, on a l'impression que le personnel politique aujourd'hui, sa récompense, c'est l'incompétence. T'es pas incompétent, donc t'es nommé. Bon, c'est plutôt le contraire qui se passe en Chine, où il y a une concurrence des élus qui est hallucinante. Pour monter tout en haut, il faut prouver qu'on est très bon tout en bas. Oui. Michel Guéner. Sur la place des ingénieurs, je rappelle que Valéry Giscard d'Estaing était polytechnicien, n'a pas été un mauvais président. Qu'Étienne Klein m'avait dit un jour, qui est plutôt un physicien réputé et reconnu, m'avait dit un jour que les meilleurs ingénieurs de la fission nucléaire au monde étaient iraniens. Donc il faut quand même ouvrir les yeux que nous avons, je reviens sur la proposition du gouvernement Bayrou des 200 millions d'euros apportés à l'investissement en intelligence artificielle, nous sommes avec des gens profondément non éclairés et incompétents. C'est le lettré dans le plus mauvais sens du terme. Parce que quand on avait des lettrés comme le général de Gaulle, on avait au moins une direction, une vision, un destin. Là, on a du confetti politique de tous les jours. La méthode Bayrou, c'est une méthode qui vient parfaitement illustrer la fin d'un cycle. Ça va être long. C'est quoi, c'est le saupoudrage ? C'est ça. Ça va être long jusqu'en 2027, parce qu'il y a encore toute une année 2026 à passer, puis le président ne veut pas démissionner. Mais il est vrai que là, on commente sa dernière décision sur les 200 millions d'IA, mais on pourrait prendre de multiples autres décisions, notamment ce conclave sur les retraites. Qui n'en était pas un d'ailleurs, parce qu'il n'était pas vraiment enfermé et n'ont pas accouché d'une décision à la suite de cet enfermement. Absolument, mais franchement, nous avons là la pleine mesure d'un gouvernement qui passe d'une décision à l'autre sans souffle, avec des bords politiques de plus en plus se rapprochant pour l'étouffer, et une absence de vision pour conduire la France à autre chose que qu'elle subit aujourd'hui quotidiennement. On a un vrai défi de renouvellement de notre action N'est-ce publique. pas irrémédiable, Michel Guéner ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que ce n'est pas un peu facile de taper sur nos élites politiques, sachant que peut-être que d'autres ne feraient pas mieux qu'elles si elles étaient à leur place ? Cher Louis, je reviens au début de notre débat avec Denis et toi sur l'exemple Trump. Aux États-Unis, dans la campagne présidentielle qui a précédé la désignation de Trump pour un nouveau mandat, il y avait beaucoup d'ironie à l'égard d'un effet de rupture Trump. Les gens n'y croyaient pas. Peut-être que nous en sommes au même point aujourd'hui. Je le répète, 2027 va être sans doute une occasion de nettoyage, de rupture. Rupture pour une renaissance, pas rupture pour une destruction. Mais rupture, ça fait peur aux gens. Mais parce que rupture, ça veut dire violence, ça veut dire risque de dérapage. On sait qu'en France, les passions sont extrêmement éruptives et ces dérapages, et inflammables. Ces dérapages et cette violence sont déjà là. Ils sont déjà là de nuit, ils sont déjà là dans certains quartiers. La société française, elle est brûlante, indépendamment du réchauffement climatique. Idéologiquement, elle est à fleur de peau. Donc, n'allez pas craindre qu'il y ait quelque chose de grande rigueur qui intervienne en 2027, puisque de toute façon, le pays aujourd'hui est sous tension et n'attend qu'une réponse forte, politiquement. Donc, petit 1, moi je crois que... Mais d'où peut-elle venir cette réponse ? D'où peut-elle venir ? Parce que ce qu'a montré Trump, c'est qu'il est possible de rompre avec beaucoup d'hypocrisie et un certain essoufflement de l'Occident par rapport à la construction de grandes régions du monde, notamment en Asie, qui s'organisent avec beaucoup d'efficience. Aujourd'hui,
nous n'avons pas la réponse politique incarnée, indiscutablement, parce que forcément, ceux qui sont en place ont fermé les volets, la porte, presque la résidence. Ils ont jeté la clé. Et la clé, ils l'ont perdue. Ils n'ont pas jeté, ils l'ont perdue. Ils l'ont perdue. Parce qu'ils ne savent même pas. Oui, ils la cachent. Non, je ne sais pas. En tout cas, moi, je reste fort sur notre analyse, cher Denis. Petit 1. Je pense qu'il faut renouveler la classe politique, parce que dans un pays comme la France, oui, mais quand on dit De Gaulle l'avait bien dit. Ce n'est pas possible, Michel Guénard. De Gaulle l'avait bien dit. Dans un pays comme la France, on ne peut pas se passer de la place de l'État. C'est comme ça. Depuis Richelieu, c'est comme ça. On n'a pas du tout la culture américaine. Donc, le déclic... Philippe le Bel, même. Bien sûr. Le déclic, il va passer par une réponse politique. On n'y peut rien, c'est comme ça. Voilà. On n'est pas la Croatie. Bon. On est un pays avec une telle force historique de puissance de l'État-nation. On est quand même le pays qui a 1000 ans d'histoire d'État-nation. Donc on ne peut pas se passer d'une réponse politique. Alors, certes, on a échoué en 2017, c'est ce que vous vouliez nous dire. Certes, aujourd'hui, la réponse, elle n'apparaît pas. Moi, j'ai confiance qu'elle apparaîtra. Denis Jacquet. C'est amusant parce que ce week-end, alors rien de confidentiel, mais j'étais notamment avec le fils de Bernard Tapie, et je disais à Laurent, finalement, aujourd'hui, ton père serait élu en 2027. C'est-à-dire que, en gros, aujourd'hui, il faudrait un personnage hors cadre, capable de corriger des choses qui étaient de son époque aussi, parce qu'il était âgé, Bernard, à son décès. Sur son lit de mort, les 3 dernières semaines à l'hôpital, il discutait pas mal avec Mélenchon, en disant, il faut vraiment que tu sois là pour faire front au Front National. Bon. Parce qu'à l'époque, je crois que c'était encore le Front National. Et en gros, bon, tous ceux qui aujourd'hui ont suivi l'activité, on dit que la seule chose auquel on doit faire front, effectivement, c'est de virer Mélenchon et toute sa clique de barbares de l'Assemblée nationale. Ça ressemble pas à une démocratie. C'est vraiment c'est vraiment une honte pour la République la plus grande qu'on ait eue depuis très longtemps. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il y a un personnage plus grand que nature, avec un langage pas forcément brutal, mais très cru, qui était capable d'être compris par le gars qui regardait le foot, la fille qui disait... Tout le monde pouvait comprendre Tapie. Et quand on parle aux gens de Tapie aujourd'hui, il y a une forme de nostalgie, d'admiration de ce gamin d'ouvrier qui a fait plein de coups et qui s'est fait dépecer par l'intelligentsia française, parce que le coup d'Adidas et le grand vol du siècle, c'est tous ces X énarques proches du pouvoir, et notamment le patron à l'époque, Père Elvat du Crédit Lyonnais, qui ont juste... évacuer à travers des paradis fiscaux aux îles Caïmans, etc., l'argent qu'ils ont gagné sur Adidas. C'était vraiment, si lui a été voleur, le voleur a été très largement volé. Donc aujourd'hui, soit il y a un personnage providentiel qui arrive comme ça. Donc l'outsider auquel on ne pense pas. Et ce qui est très marrant. Et qui vient des affaires. Ouais, et ce qui vous... Pas forcément, il vient d'ailleurs en tout cas, il vient pas du sérail. Parce que tout le monde a dit à un moment donné, oui, bah comme Macron. Non, pas comme Macron. Macron a été élevé par le sérail, fait par le sérail, provient du sérail. C'est juste qu'il était neuf, il a les yeux bleus et un grand sourire. À l'époque, sa femme lui foutait pas une bâche dans l'avion présidentiel, mais à l'époque, il était frais. Mais aujourd'hui, soit il y a un personnage présidentiel qui un mélange de Coluche et de Tapie, c'est-à-dire plus d'arrogance, du recul sur soi, une capacité de parler de tous les sujets, de parler franc et de parler vrai. Donc soit il y a ça, soit il y a tout à coup quelqu'un qui vient du milieu politique. Alors on voit pas d'où il débarquerait, parce que dans les jeunes, on les voit pas, mais en tout cas pas du personnel existant. Qui va voter pour Faure, ou il y a que Hollande qui pense qu'il peut revenir au pouvoir. Sarko, heureusement, je suis très heureux qu'il ait un bracelet électronique qui lui a enlevé, c'est une grosse erreur. En fait, tous ces gens-là doivent disparaître. Mais les nouveaux, on les voit pas. Donc il faut que ça vienne de l'extérieur. Ouais. Alors, Denis Jacquet et Michel Guénard. Denis, il y a sans doute la question de l'homme, mais il y a aussi la question de la méthode. Quand le gouvernement Barnier a été mis en place, je me suis révolté contre le fait de voir arriver 38 ministres avec des chauffeurs, avec des cabinets ministériels, dans un pays totalement à genoux sur le plan de la dette. Et j'ai fait une proposition qui serait un gouvernement avec 10 ministres qui prennent chacun un secteur. Et pour chacun de ces secteurs, il aurait, chaque ministre, l'objectif de faire une réduction de 10% de son budget. 10 fois 10%, dans 10 secteurs. Budget de fonctionnement ou d'investissement? Les deux, en général. Point. Parce qu'il n'y a pas que l'homme, il y a la méthode. C'est là où je reviens à une nostalgie Giscard de Gaulle, c'est que ces hommes avaient pas seulement une incarnation par leur personne, mais ils avaient une méthode de travail.
Quand ils travaillaient avec Barre sur un certain nombre de sujets, ils avaient une méthode de travail. En Conseil des ministres, moi j'ai beaucoup lu sur cette période, j'étais jeune giscardien, en plus j'étais quasiment à regarder tout cela et à le défendre, et à avoir ma larme en 1981, parce que là ça a été le virage. Même si ce virage a accouché de tapis, quand même, je le dis. Eh bien, non, il y a la méthode aussi. Il y a la méthode. Et je pense personnellement que... Mais comment cette proposition serait accueillie, Michel Ganer? Vous dites, j'ai fait la proposition, 10 ministres, donc un gouvernement resserré. Avec non, mais je l'ai fait soft parce qu'aujourd'hui... Comment est-ce que c'est accueilli, ça? Non, mais je l'ai fait soft parce qu'aujourd'hui, on est, quand on constitue un gouvernement, à renvoyer des ascenseurs, à réunir des coalitions pour éviter d'être flingués à l'Assemblée nationale. Point à la ligne. Cette proposition, je la referai en 27, dans des formes auxquelles je réfléchis, parce qu'elle pourra être associée à un homme ou une femme qui la portera. Et comme on sera... Parce que, une nouvelle fois, on ne peut pas se passer de l'État en France, mais on ne peut pas se passer de l'élection présidentielle en France non plus. Et donc, si à l'élection présidentielle, où il y aura un focus sur les changements de méthode, on resserre cette méthode, on réfléchira à nouveau à cela. Il n'est plus possible d'avoir des gouvernements et puis un nombre de députés et sénateurs et puis un nombre d'élus locaux. Vous vous rendez compte le nombre d'élus locaux qu'on a? On a aujourd'hui des présidents de conseils départementaux, on a des présidents de conseils régionaux, des présidents de communautés de communes qui font d'ailleurs travailler par des budgets leur épouse, qui sont des fonctionnaires par ailleurs, etc. etc. Des élections indirectes en plus. Mais c'est pas possible, beaucoup, tout ça. On a un vrai défi. On a un vrai défi d'efficacité territoriale de l'État. Et donc tout cela, on en parlera plus sagement en 27. Jusqu'en 27, déjà, Michel, est-ce que ce n'est pas joué pour 27? Et je vous pose la question, dans la mesure où tout le monde anticipe, comme à chaque élection, le RN au second tour ou LFI éventuellement. On anticipe un match qui est déjà très polarisé. Mais donc, je ne crois pas. Que pourra valoir une proposition sensée, rationnelle, face à un décor politique qui est déjà habillé de tous les oripeaux de la reine? Je vais te répondre, et je pense que ça viendra du côté de gens comme Denis. Moi, j'ai l'intime conviction que un certain nombre de grands chefs d'entreprise se parlent en ce moment en France. Je le sais. Je n'en citerai aucun, parce qu'on va tout de suite dire oui, celui-là est de droite, celui-là est plus avec Macron, parce que un de ses magasins donne ses robes à Madame Macron, etc. Mais ils se voient. Ils se voient et ils se parlent. Parce qu'ils sont patriotes. Et là, ils pensent qu'il faut arrêter. Il faut siffler la fin de la récréation. Donc je pense qu'il y aura, de la part du monde économique à un très très bon niveau. Hier, j'animais, je présidais une plénière d'actualité de l'énergie, le Forum Europe Énergie, et il y avait un représentant du MEDEF qui a donné un discours assez clair, d'attente, de réponse forte à la situation des entreprises. Alors, on est dans une problématique d'énergie, donc une problématique de fournisseurs qui n'ont plus de visibilité sur le coût de l'énergie et de consommateurs industriels et domestiques qui se font promener par un prix d'énergie qui est complètement fou, puisqu'il est indexé sur les enchères européennes, qui fait que le prix de vente final de telle ou telle source d'énergie dépend d'une enchère européenne et non pas de son coût de revient. Alors qu'on a appris en économie qu'un prix de vente dépend d'un coût de revient. Enfin, je sais pas, j'ai appris un tout petit peu ça, etc., etc. Donc, je crois Vous pensez qu'il faut sortir du prix européen de l'énergie? Alors, depuis le début, je pense qu'il est invraisemblable que les Français se fassent promener par une enchère unique européenne, alors que la France dispose d'un potentiel de production énergétique, tant d'ailleurs nucléaire que renouvelable, qui ne nécessite nullement d'aller à droite et à gauche identifier le prix raisonnable de vente aux consommateurs. Non, ce que je veux dire, c'est que il faut rester optimiste, en tout cas confiant, en tout cas fort d'une volonté politique. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on vit un véritable désespoir qu'il n'y a pas une lueur possible. Je pense qu'en 2027, de toute façon, il y aura un homme ou une femme, petit 1, petit 2... Ça, c'est à peu près prévisible. Petit 1, ah ben, j'espère qu'il n'y aura pas un troisième genre. Petit 2, robot, qui sait, intelligence artificielle. Pas, oui, mais à 200 millions. À 200 millions, c'est une petite IA. Hein. À 200 millions, t'as un nain. Une petite présidence. À 200 millions, t'as un nain. À 200 millions, t'as un nain. Alors déjà que t'as des nains, ça va pas faire une véritable alternative. La méthode aussi. Et puis, on n'a pas le temps d'en parler. Il faut totalement mettre à plat notre relation à l'Europe. C'est pas possible. C'est pas possible. L'Europe, à l'image du sujet que vous avez mentionné à l'instant sur l'énergie. L'Europe ne produit
que de la réglementation. Par exemple, il y a un débat sur la décarbonation aujourd'hui. Hier, j'étais dans un milieu d'entreprise, Denis. Ils en peuvent plus. Déjà qu'ils ont un prix d'électricité très élevé, un prix du gaz très élevé, on leur demande en plus de renchérir en investissant dans la décarbonation, alors que leurs concurrents se moquent totalement de l'effet décarbonation, avec un jeu d'hypocrisie totale. Vous savez ce que j'ai appris hier ? Allez-y, Michel. Il fait durer le suspense. Que le premier importateur de GLN russe, depuis la guerre en Ukraine... Donc GLN, c'est gaz naturel liquéfié. Et la France. Alors, c'est nous qui importons le gaz russe. Oui, mais le premier, directement. Nous sommes le premier importateur de gaz russe. Moi, je pensais qu'on prenait le gaz de schiste aux Américains. Moi. Non, c'est faux. Le premier importateur de GLN russe en 2023 et en 2024 est la France. Pourquoi ? Parce que Total a un contrat take or pay qui l'honore. Et ça, c'est officiel. Ça passe pas. Non, mais c'est pas le gaz qui passe par une autre voie, l'Azerbaïdjan. Qu'est-ce que ça veut dire officiel ? C'est un contrat. Oui. Non, mais ça passe pas par un autre. Total a signé un contrat. Oui, parce qu'il y avait des intermédiaires. Il y avait des intermédiaires qui. Bon. Total a signé un contrat, il exécute. Et Engie un peu aussi. Ce qui fait que, d'ailleurs, la Commission européenne est très embêtée parce que... Il n'y a pas de pression sur Total là-dessus pour faire cesser ce contrat. Total, c'est quand même incroyable. Total est un opérateur économique. Un beau pavillon de l'investissement français, une vraie réussite française. Total est à l'énergie, ce que LVMH... S'il reste en France, parce qu'il pourra un jour partir. Non, mais il va rester. Et lui fera partie de ces chefs d'entreprise qui vont patriotiquement se poser des problèmes. Oui, mais des Michel, questions, plus de la moitié des actionnaires de Total sont pas français, en fait, sont mondialisés. Et alors ça prouve que... Non, mais ça veut dire que le pavillon pourrait se mettre ailleurs, éventuellement, comme beaucoup de boîtes françaises qui pourraient se mettre ailleurs. Après 2027, il est clair que si 2027, c'est pas une rupture, il va y avoir des gens comme Denis, qui est parti lui-même aux États-Unis, des gens qui vont partir. Ça, c'est clair. Mais si ces gens-là partent, là, pour le coup, je pense que la France va passer un très, très mauvais moment. Et le rendez-vous avec la Troïka, c'est-à-dire le rendez-vous avec des banquiers internationaux qui viendront dicter... c'est le FMI, c'est le plan d'ajustement structurel. Qui viendront dicter sa conduite budgétaire à la France. C'est clair. Denis, qu'est-ce que vous pensez de cette analyse où l'espoir perdure? Il nous l'a bien dit, Michel. Il faut rester confiant. 2027, où le Rassemblement national passe, moi je crois pas au scénario LFI, j'y crois pas. Bon, je pense que tout le monde a quand même compris. Mais vous croyez au scénario RN? Oui, bien sûr. Parce que jusqu'ici, on votait contre le RN pour quelqu'un qui semblait pouvoir incarner une vraie alternative. Qui sera ce quelqu'un dans 2 ans? Je vois pas. Enfin, je vois pas à qui les gens donneront suffisamment de leur confiance pour se dire bon, tant pis, allez, on va jusqu'au bout et on tente le saut dans l'inconnu et on y va. Et ça se rapproche à chaque fois. Et puis de toute façon, c'est le RN, ça ne sera pas Trump, parce que ce ne sera pas, c'est pas un programme de réduction des dépenses publiques. Non. Et puis je veux dire, c'est toujours un programme de gauche, le Rassemblement national. Ça n'a jamais été. Je ne sais pas pourquoi on les appelle l'extrême droite. Ils ont un programme économique qui a toujours été un programme de gauche, voire pire. Bon. Donc, en tout cas, aujourd'hui, le sens de l'histoire, que vous regardiez l'Europe et la plupart des élections, c'est quand même à droite toutes. Voilà. Donc aujourd'hui, le sens de l'histoire politique, toutes les élections en Europe, à chaque fois que vous avez un résultat, pratiquement, il n'y a pratiquement pas un socialiste qui a été élu dans aucun pays ces 5 dernières années, c'est à droite. Donc c'est ici que ça se passe. Donc le Rassemblement, je vois pas pourquoi on y échapperait. Quand on regarde ce qu'a fait Mélanie, tout le monde s'est foutu de Mélanie, même Ursula, etc., comme en Autriche, ça veut dire nous nous réservons le droit, nous non élus, parce que je vous rappelle quand même qu'elle n'est pas élue, sans parler des casseroles judiciaires qui finiront par lui retomber dessus, mais se permettait quand même de contester des élections démocratiques au sein de l'Europe qu'elle dirige d'une certaine façon. Et quand on regarde aujourd'hui le résultat de Mélanie, quand on regarde... En gros, c'est le royaume des bouffons qui prennent leur revanche. C'est-à-dire Trump, c'est un bouffon, mais il se débrouille pas trop mal. Milei en Argentine, c'est un bouffon. Et quand on regarde ses résultats économiques aujourd'hui, ils sont juste stupéfiants sur l'inflation, l'excédent budgétaire. On n'a jamais vu ça en Argentine en 40 ans. Mélanie, vous rigolez, elle est en excédent budgétaire sur tous les sujets qui sont des sujets clés, y compris l'immigration. Elle a en tout cas une cote de popularité qui est assez incroyable et elle réussit. Donc le sens de l'histoire, pour l'instant, il est pour ses partis. Donc il y a quand même une dynamique qui s'installe pour qu'elle gagne, elle ou celui qui la représentera si elle est non éligible.
Donc moi, je pense que ça va passer par là. Et comme ils sont fondamentalement incompétents, ça va être un désastre absolu. Et là, ça sera l'occasion pendant ces 5 années, malheureusement, si on a encore les moyens, de faire naître une nouvelle génération. Parce que là, cette fois, l'ancienne va aller au rebut définitivement en disant c'est plus possible de les faire revenir. Donc ils ne reviendront plus. Genre Sarko qui voulait revenir, Hollande qui repasse par la cave. C'est une honte, Hollande. Enfin, moi, je l'aimais beaucoup à titre perso parce qu'il était très drôle, mais il y a des blagues qui sont pas drôles. Et cette blague-là, elle n'est pas spécifiquement très drôle. Donc, je pense qu'ils ne reviendront pas. Et là, il faudra faire éclore une nouvelle génération. Donc, je pense que soit il y a un personnage providentiel, il arrive en 2027 et il efface tout. Et même Darmanin, etc., dans notre conversation privée, il me dit notre plus grande crainte, c'est qu'on a un homme ou une femme qui débarque de nulle part en 2 ans et qui nous fasse une campagne genre Blitzkrieg et il abat tout. Mais comme a fait Emmanuel Macron. Voilà. Hein. Oui, mais de l'extérieur. De l'extérieur. Là, c'est la différence, de l'extérieur. Ou sinon, ça sera quelqu'un qui se présentera effectivement en 2027, mais ce sera une nouvelle génération, politique ou externe. Il nous reste 3 minutes pour parler de Boualem Sansal, condamné à 5 ans de prison ferme, avec donc ce feuilleton qui continue. Ce feuilleton, et le mot n'est pas une sorte d'euphémisme, hein. Je parle de grave brouille diplomatique entre Paris et Alger, et le sort de l'écrivain qui n'en finit pas de durer. Il a 80 ans, il est atteint d'un cancer, il se porte bien, semble-t-il, quand même en prison. Enfin, il se porte bien, il tient le coup. Et qu'est-ce que cela dit, en fait, de cette situation où la France n'arrive pas à faire valoir une cause, celle de la liberté d'expression? La situation que Boualem Sansal subit est une situation que tous les Français, le gouvernement français, trouvent insupportable à juste titre. C'est ce qu'a dit François Bayrou. Maintenant, en sortie de cette phrase, on n'obtient pas grand-chose. Michel Guéner. C'est plus une décision diplomatique qu'une décision judiciaire de la part des autorités algériennes. C'est en appel que la décision a été confirmée. Absolument, en cours d'appel. C'est plus une décision diplomatique qu'une décision judiciaire. Le dossier est vide. Mon confrère Cornu-Gentil l'a plaidé il y a 2 jours. Le dossier est vide. Le procureur de la République a requis le maintien de l'appel. Comme vous le savez, le procureur de la République est entre les mains du garde des Sceaux, c'est-à-dire entre les mains du gouvernement. Et comme la Cour a suivi le procureur de la République, on reste en présence d'une décision donc politique, et non pas judiciaire ou s'inscrivant dans un état de droit. Ça renvoie à l'extrême indigence de la gestion de la relation avec l'Algérie de la part du gouvernement français. Depuis plusieurs mois, on fait tout ce qu'il faut pour maintenir ce bel écrivain malheureux en prison. C'est comme si on avait cherché toutes les bonnes règles pour arriver à cette décision, y compris incroyable le discours invraisemblable du ministre des Affaires étrangères qui de temps en temps, alors qui est allé à Alger. Mais vous dites, là malheureusement on arrive au bout, mais vous dites en fait on a tout fait pour qu'il ne sorte pas. Eh bien absolument. Ça paraît invraisemblable quand même. Par incompétence, oui. Mais par incompétence, pas par intention réelle. Non, vous comprenez mon sens. Il y avait d'ironie. Voilà. Et malheureusement, une nouvelle fois, et je terminerai par là, on a une illustration d'une mauvaise gestion gouvernementale d'un dossier déterminé. Je rappelle effectivement que derrière Boualem, il y a un journaliste oui, il y a un autre journaliste, Christophe Glaise, qui est un journaliste sportif. Denis, je suis obligé de vous interrompre, je suis désolé. Vous reviendrez lors d'un passage à Paris, puisque vous habitez New York, vous avez fondé, parrainé la croissance, vous dirigez Top Crime, et Michel Guéner, avocat, essayiste, dont le dernier essai, plutôt récit, s'appelle La Visite, publié chez Grasset.